Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Portrait d'artiste. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un peintre aux mille dorures, d'un orfèvre de la sensualité qui a fait de l'érotisme une forme d'absolue esthétique. Gustav Klimt. Deuxième d'une fratrie de 7 enfants, Gustav Klimt naît le 14 juillet 1862 à Baumgarten, dans une banlieue modeste de Vienne. Sa mère est chanteuse lyrique et son père orfèvre ciseleur de métaux précieux. Ce dernier lui transmet un goût précoce pour l'ornement, le détail et les matériaux brillants qui, plus tard, deviendront sa signature. Une enfance modeste baignée à la fois dans la rigueur du travail manuel et le fantasme du sublime. Vienne, à la fin du XIXe siècle, est un théâtre de tension, entre conservatisme impérial et modernité naissante, entre rigueur bourgeoise et bouillonnement intellectuel. Gustave grandit à l'ombre de palais baroques et des premiers balbutiements de la psychanalyse. Il choisit très tôt la voie artistique, intégrant à 14 ans l'école des arts décoratifs de Vienne, où il apprend notamment la fresque, la mosaïque et la peinture à l'huile. Durant son temps libre, Klimt gagne de l'argent en dessinant des portraits d'après photographie, un exercice de précision qui affûte son regard. En 1883, il fonde avec son frère Ernst et leur ami Franz Matsch un atelier collectif nommé la Compagnie des artistes. Le succès est rapide et ils reçoivent alors de nombreuses commandes de fresques, plafonds décoratifs et allégories classiques pour des théâtres, musées et villas de la bourgeoisie viennoise. Leur style est encore très conventionnel, académique, mais Klimt observe, apprend et affine son regard. Leur consécration arrive en 1886, lorsqu'on leur confie la décoration de l'escalier et du plafond du Burgtheater, le grand théâtre impérial de Vienne. 2 ans de travail et une série de fresques qui retracent l'histoire de l'art depuis la Grèce antique jusqu'à la Renaissance. Gustav Klimt y déploie une virtuosité technique saluée de tous et, en 1888, à seulement 26 ans, il reçoit la Croix d'or du mérite artistique. Il est alors perçu comme un talent prometteur du néo-académisme viennois. Mais très vite, cette rigueur l'étouffe. En 1890, avec le portrait du pianiste Joseph Pembauer, Klimt commence à expérimenter. Un visage encore réaliste, mais un fond stylisé, ornemental. C'est une transition, une fracture douce. 2 ans plus tard, il perd son père, puis son frère Ernst. Il se retrouve chef de famille, contraint d'assurer le soutien de la veuve de son frère et de ses proches. Parmi elles, Émilie Flög, sœur de sa belle-sœur, qui deviendra sa compagne. Une femme libre, intellectuelle et spirituelle, couturière visionnaire, qui sera sa complice et son modèle. Leur relation, faite d'échanges artistiques et d'affection profonde, durera plus de 25 ans. Ils ne se marièrent jamais, n'eurent jamais d'enfants ensemble, mais passeront presque tous leurs étés côte à côte, au bord du lac Attersee, où Klimt peindra ses paysages. Presque méconnus, ces tableaux révèlent une autre facette de l'artiste, silencieuse, contemplative, presque abstraite. En 1894, Gustav Klimt reçoit une commande prestigieuse. Il se voit confier la décoration du plafond du hall principal de l'Université de Vienne, sur les thèmes de la philosophie, la médecine et la jurisprudence. Mais ce qui devait être un chef-d'œuvre officiel se transforme en scandale. En 1900, il présente la première toile, la philosophie, à l'exposition de la Sécession. Pas de symbole classique, pas de sage en toge, mais une sphinge au contour flou, la tête perdue dans les étoiles, tandis qu'autour d'elle se déroulent les cycles de la vie, de la naissance à la vieillesse, en passant par les étreintes de l'amour. À gauche, à l'avant-plan, la connaissance revêt les traits d'une femme fatale, fixant de ses yeux froids et sombres le spectateur. Au lieu d'idéaliser le savoir, il peint l'angoisse, la transformation, l'ombre et le mystère. La presse s'indigne, l'université accuse, Klimt est traité de provocateur, d'obsédé, voire de malade. Mais il persiste. La médecine paraît l'année suivante. Celle-ci est représentée par une dualité entre la vie et la mort, où la médecine est une lutte constante contre des forces qui la dépassent. On y voit des corps nus, enchevêtrés, traversant les différents âges de la vie à la mort, fragiles et vulnérables face à la maladie. Hygie, déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène dans la mythologie grecque, est représentée en bas de la toile, un serpent enroulé autour du bras,
qui s'avance pour boire dans la coupe qu'elle tient de la main gauche. Plus haut, sur le côté, une femme nue dans une position d'abandon dynamique interpelle et scandalise. Il ne représente pas la science, il en montre les limites. Enfin, la jurisprudence s'intéresse davantage à la rudesse du châtiment qu'à l'idée de justice. Elle montre un criminel en souffrance, tourmenté par une bête tentaculaire, adoptant une posture de pénitent, tandis que la justice reste figée et impassible, enchâssée dans une mosaïque d'inspiration byzantine. Les critiques redoublent, le scandale est immense. L'empereur François-Joseph, furieux, annule même une commande destinée à l'exposition universelle de Saint-Louis. L'œuvre est refusée, Klimt, blessé, humilié, rachète ses toiles et décide de ne plus jamais répondre à une commande publique. Mais cette crise marque le début d'une métamorphose. Klimt ne renonce pas, au contraire. En 1897, avec d'autres artistes viennois en rupture avec l'académisme, il cofonde le mouvement de la sécession viennoise et en devient le premier président. Leur devise, à chaque époque son art, à l'art sa liberté. La sécession, ce n'est pas un style, c'est un manifeste, celui d'une génération qui veut briser les frontières entre beaux-arts et arts décoratifs, entre peinture, architecture, typographie et design. L'art ne doit plus être cantonné au musée, il doit habiter le quotidien. Un art total, inspiré des idées de Wagner. Le groupe publie sa propre revue, Versacrum, et ouvre un palais d'exposition, le Palais de la Sécession, qui donne aux jeunes artistes figuratifs un lieu d'exposition permanent pour leurs œuvres. C'est dans ce creuset que Klimt forge son style si reconnaissable. Des figures hiératiques, souvent féminines, plongées dans des décors d'or et de symboles, entre rêves byzantins et psyché moderne. En 1902, Gustav Klimt participe à l'exposition consacrée à Beethoven, organisée dans le Palais de la Sécession. Pour l'occasion, il peint une frise monumentale de plus de 30 mètres de long sur 3 murs. La frise Beethoven, donnant écho à la 9e symphonie. Un temps pour la grâce, l'aspiration au bonheur et au désir, où des corps longilignes de femmes gravitent en hauteur. L'humanité, représentée par un couple à genoux et une femme derrière en prière, implore le chevalier d'or de mener leur combat pour le bonheur. 2 figures féminines s'inscrivent derrière lui, représentant la compassion et l'ambition. Les puissances hostiles sont représentées dans le mur central, où les pouvoirs maléfiques se concentrent autour de la figure simiesque de Typhon, dans un décor aussi fastueux que chaotique. 3 gorgones sont représentées au premier plan. Derrière elles, des figures féminines incarnent la maladie, la folie et la mort. À droite du primate se trouve l'impudeur, la volupté et l'intempérance personnifiées sous les traits de 3 femmes. Plus loin, à droite de la composition, le souci et ronge est incarné par une vieille femme nue, chétive, recroquevillée sur elle-même sur un fond de serpent. Dans l'Ode à la joie, l'aspiration au bonheur trouve son apaisement dans l'art et l'amour. Sur la frise, le cœur est incarné par des figures féminines, là où Beethoven confiait cette exaltation collective à des voix masculines. À droite, le chevalier a abandonné son armure. Nu, il enlace une femme et l'embrasse. Son dos, volontairement irréaliste, ondule en répondant aux rayons du soleil et aux formes du corps de celle qu'il tient. Il ne fait plus qu'un avec elle, avec le monde, avec l'élan vital. Il n'a plus besoin de se défendre, il a trouvé le bonheur et la paix. Klimt parvient ici à accomplir le rêve sécessionniste, fusionner la peinture, la musique, la poésie, l'orfèvrerie et l'architecture. Une fois encore, son travail fait l'objet d'une nouvelle tempête médiatique. Mais Klimt n'en a cure. Privé de commandes officielles, il devient le peintre de la haute société viennoise, entretenant parfois des relations étroites avec ses modèles ou ses commanditaires. Ses portraits de femmes fascinent, sensuels, mystérieux, vibrants de détails. Il peint les muses de l'élite, mais à sa manière, des femmes puissantes, fatales, ensorcelantes. En 1903, Klimt visite l'Italie, Florence, Venise et surtout Ravenne, où il découvre les mosaïques byzantines de la basilique San Vitale. Les dorures, les motifs rigides, les icônes hiératiques, pour lui, c'est une révélation. Il entame alors ce que l'on appelle sa période dorée, en utilisant la feuille d'or pour créer des œuvres entre profanes et sacrées. C'est à cette période qu'il développe son style unique, immédiatement reconnaissable,
des corps sensuels sertis dans des mosaïques d'or et de symboles mystérieux. Un équilibre entre figuratif et décoratif, chair et abstraction. En 1904, le banquier belge Adolphe Stockley lui commande des mosaïques pour la salle à manger de son palais à Bruxelles. Klimt conçoit l'arbre de vie, entouré par l'attente et l'accomplissement. Deux grandes compositions où les corps deviennent des signes, les femmes des hiéroglyphes. La richesse décorative atteint ici une forme d'abstraction symbolique, presque méditative. Klimt ne peint plus seulement des tableaux, il habille l'espace, le transforme en écrin. Les femmes deviennent les grandes protagonistes de son œuvre. Amantes, muses, déesses ou figures allégoriques. Mais loin de se réduire à de simples objets de désir, elles irradient de puissance, d'ambiguïté, parfois de mélancolie. Il crée des œuvres monumentales, Judith, Danaé, Les trois âges de la femme, et bien sûr, le baiser. Certains critiques crient à la pornographie, mais d'autres y voient l'une des rares explorations sensibles et complexes de la sexualité féminine à l'époque. Derrière l'ornement, Klimt donne voix au désir, sans honte ni phare. Dans Judith 1, il représente l'héroïne biblique non comme une vertueuse guerrière, mais comme une femme d'une sensualité trouble, tenant la tête d'Holoferne avec un regard presque extatique. Les conventions sont renversées, la violence devient volupté, le pouvoir est féminin. Dans le portrait d'Adèle Bloch-Bauer I, commandé par un riche industriel viennois, la modèle est sertie comme un bijou, prise dans un enchevêtrement d'arabesques et de symboles. Mais derrière la richesse décorative, on devine une présence fragile, mélancolique, presque spectrale. En 1907, Gustav Klimt réalise son œuvre la plus célèbre, Le baiser. Un couple enlacé, comme suspendu dans le temps, au bord d'un précipice. Le fond doré évoque les icônes byzantines. Leurs corps disparaissent dans une parure précieuse. Seul leur visage émerge. Les motifs ornementaux, différents pour l'homme et la femme, symbolisent l'union des contraires, du masculin et du féminin. C'est un tableau à la fois spirituel et sensuel, le triomphe de l'amour, mais aussi sa fragilité, comme s'il suffisait d'un souffle pour que tout bascule. Dans Danaé, allégorie mythologique d'une fécondation divine, le peintre montre une femme repliée sur elle-même, yeux clos, submergée de lumière dorée. Le désir y est mystique, presque cosmique. Ici, pas de morale, juste une intensité. Mais Klimt n'est pas un simple décorateur de fantasmes. L'or n'est pas qu'un ornement, il est spirituel. Il sert à rendre visible l'invisible, l'aura, le désir, l'âme. Il peint des femmes avec un regard qui n'est ni moralisateur ni complaisant. Il montre leur force, leur complexité, leur mystère. Il peint la pulsion vitale, celle qui fait trembler l'âme, celle que la société voudrait taire. Et c'est peut-être pour cela que ses œuvres dérangent autant. Vienne, à l'orée du XXe siècle, est une ville en ébullition intellectuelle. Freud y explore l'inconscient, Mahler compose, Zweig écrit, l'âme humaine devient territoire d'exploration. En 1907, Egon Schiele rencontre Gustav Klimt. Il n'a alors que 17 ans, mais Klimt repère son talent, le soutient et l'influence profondément, notamment en lui apprenant à oser. Un conseil qui résume sa propre démarche. Peindre ce qui dérange, ce qui obsède, ce qui trouble. Klimt n'est pas qu'un peintre à la feuille d'or. Derrière la splendeur décorative, il y a aussi la mort, l'angoisse et la solitude. Dans La vie et la mort, peinte en 1911, Klimt met en scène un contraste saisissant. D'un côté, un groupe de figures tendrement enlacées, aux teintes douces et lumineuses. De l'autre, une silhouette squelettique et sombre, drapée de motifs funèbres. L'agencement serré des corps humains, imbriqués les uns dans les autres, symbolise la continuité, la tendresse et l'interdépendance de l'existence. En face, la mort, solitaire et figée, veille silencieusement. Elle incarne non pas une rupture brutale, mais une étape incontournable, une présence inéluctable, certes, mais pleinement intégrée au cycle de la vie. L'œuvre résume avec force la vision de Klimt. La vie humaine est précieuse, complexe, fragile et profondément éphémère. À la fin de sa carrière, il se consacre davantage à une peinture intimiste, centrée sur le corps et le portrait féminin. Il réalise de grandes toiles somptueusement ornées, où les femmes de la haute société viennoise deviennent des icônes sensuelles,
presque sacrée. Des commandes destinées à une clientèle aisée, avide de distinction et de beauté. Mais en parallèle, Klimt explore avec une liberté croissante les zones plus secrètes du désir. Il multiplie les dessins de femmes nues ou à demi vêtues, aux poses abandonnées, parfois ouvertement lascives. Ces esquisses, d'une franchise saisissante, révèlent une facette plus brute, plus intime, de son regard sur la féminité, loin du décorum doré de ses grandes toiles. Mais l'Europe vacille, la Première Guerre mondiale éclate et l'Empire austro-hongrois chancelle. Klimt, quant à lui, reste silencieux. Il ne s'engage pas dans le tumulte politique. Il continue à peindre des femmes, des motifs, des rêves d'or. Mais on sent, dans ses dernières œuvres, une forme de dénuement. Sa mère meurt en 1915. La palette de l'artiste s'assombrit. Ses paysages tendent vers la monochromie. Ses portraits tardifs, comme la Dame à l'éventail, gagnent en simplicité. Les fonds se vident, les formes se diluent, le rêve s'efface doucement. En janvier 1918, Gustav Klimt est victime d'un accident vasculaire cérébral qui paralysera son côté droit. Il meurt quelques semaines plus tard, le 6 février 1918, à 55 ans, emporté par une pneumonie. De son vivant, Gustav Klimt fut parfois scandaleux, souvent incompris. Ses fresques pour l'université de Vienne, jugées trop audacieuses, furent taxées de pornographiques, rejetées par l'État, puis détruites plus tard par les nazis. Mais il n'a jamais reculé devant la controverse. Et aujourd'hui, ses œuvres rayonnent dans les musées du monde entier. Car Klimt, c'est l'artiste de la beauté et du passage du temps. Un funambule entre la chair et l'abstraction, le mystère et le désir, l'intime et l'universel. Il a su transfigurer l'éphémère en éternité et faire de l'art une promesse de lumière, même dans les heures les plus obscures. Son œuvre nous parle de ce que l'on tait, de ce que l'on devine. Klimt ne décrit pas, il évoque, il insuffle. Il peint ce que les mots effleurent sans saisir. Il fait fusionner la chair et le sacré, l'ornement et l'émotion, le rêve et la disparition. À travers ses toiles, il capture ce qui nous échappe, le mystère du désir et la beauté fragile de l'instant. Merci d'avoir suivi ce portrait d'artiste consacré à Gustav Klimt. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tableau vous a le plus marqué et quel artiste vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. À bientôt! I'll trade you. I'll take the pain that you've gone through for the life I wanna give to you.